Bonjour et bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on parle avec Stéphane Ché, qui est la directrice du Cœur des Sciences. Alors, si jamais vous ne connaissez pas déjà le Cœur des Sciences, c'est un organisme qui organise des conférences de chercheurs et de chercheuses à destination du grand public, qui fait aussi des balades scientifiques dans la ville, qui se déplace aussi pour faire des activités dans les écoles, etc., etc. Et je suis personnellement une consommatrice du Cœur des Sciences. J'ai assisté à beaucoup de conférences et des balades, et souvent, ce sont des pépites. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, certaines conférences sont disponibles en ligne si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Mais bien sûr, rien ne vaut le fait d'être sur place. Alors, avec Stéphane, on va parler de tout ça, parce que je suis curieuse de savoir comment il coach quelque part, comment ils préparent leurs chercheurs et chercheuses et leurs étudiants et étudiantes qui présentent, comment ils s'organisent pour faire autant d'activités, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, et la réflexion qu'il y a derrière, cette volonté de faire ce qu'elle appelle, et que j'aime beaucoup, de la vulgarisation vivante. Mais moi, je m'arrête là et je donne la parole à Stéphane, puisqu'elle en parle en si bon terme. Je sais pas à quel point c'est unique comme centre, ou pas. Oui. Tu penses que c'est unique? Moi, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser ou à faire de l'action culturelle en sciences, je sais qu'il y avait le centre d'Anna à Londres qui, moi, m'inspirait beaucoup. Mais depuis, j'arrive pas à trouver un autre organisme qui fait vraiment ce qu'on fait, puis tu sais, qui est vraiment centré sur des enjeux sociétaux, toujours liés aux sciences, environnement, santé, technologie. Mais tu sais, qui a cette perspective un peu plus journalistique, mais en événement. Peut-être que ça existe puis que je les connais pas, là, mais jusqu'à date, je trouve qu'on est pas mal particulier. Pas mal particulier. Ouais. Et est-ce que tu saurais définir c'est quoi la particularité du Cœur des Sciences? Parce que moi, en tant que spectatrice, consommatrice du Cœur des Sciences, pour moi, c'est des conférences grand public faites par des gens qui s'y connaissent, donc des chercheurs en général, ou alors des balades dans la ville, ou des visites. J'avais fait la visite de la Maison Symphonique. la Maison Symphonique, et encore avec un expert en acoustique, avec Romain. Et donc pour moi, le Cœur des Sciences, c'est ces deux pans-là. Qu'est-ce que c'est finalement? Comment est-ce que tu définirais? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'essence du Cœur des Sciences? C'est ça. Nous, on veut vraiment mettre l'accent sur la rencontre directe avec les scientifiques. Puis la rencontre, pas par l'intermédiaire d'un média. C'est vraiment, on est sur place. À un moment donné, on réfléchissait en équipe, puis on se disait, il y a le spectacle vivant, puis il y a la vulgarisation vivante. Puis finalement, on se trouvait bien là-dedans. On se disait, nous, c'est ce qu'on fait. Tu sais, pièce de théâtre, tu y vas, tu veux être là pour être en contact direct avec l'artiste. Alors nous, toutes nos activités, que ce soit les conférences, les causeries, les balades, les excursions, on veut qu'il y ait ce contact direct, qu'il y ait cette rencontre avec la personne qui fait des recherches. Donc il y a vraiment c'est jamais des journalistes qui vont présenter, c'est jamais C'est des arrivé- non-experts qui présentent. C'est arrivé quelques fois, mais c'est très, très rare. Tu sais, pour l'ensemble de notre programmation, puis on a aussi la programmation scolaire, mais c'est toujours de les mettre en contact direct avec ceux qui ont les mains dans la science, là. Alors, mettre en contact direct avec ceux qui ont les mains dans la science, ça veut dire qu'il y a un challenge, qu'il faut que ces personnes-là soient bonnes à communiquer envers les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que, parce que je sais que les conférences TED qui sont très connues, ils coachent beaucoup les gens qui vont présenter. Est-ce que vous avez ce pan-là aussi où vous coachez un petit peu On essaye le plus possible. Pour notre programmation adulte, donc on va aller chercher des professeurs donc qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à nous accorder. Mais moi, j'essaie toujours de les rencontrer une première fois pour leur présenter le Cœur des Sciences. C'est quoi nos attentes? C'est quoi l'esprit d'une conférence au Cœur des Sciences? Leur dire un petit peu qu'est-ce que moi j'attends comme type d'événement. Et puis ensuite, donc je les laisse partir. On a un petit guide aussi très rapide de comment on fait un kit de survie pour une bonne conférence au Cœur des Sciences. Puis après, je les revois une nouvelle fois. Là, souvent, ils me montrent leur présentation, on fait des ajustements. Puis après, c'est sur place le soir même. Alors des fois, ça va très bien. D'autres fois, moi, j'aurais fait un peu des ajustements. Mais dans l'ensemble, ça va. Puis je dirais que je trouve que ça va de mieux en mieux. On dirait qu'il y a une sensibilité des chercheurs à la communication grand public qui s'améliore d'année en année. Ils sont peut-être de plus en plus formés aussi. Ils sont peut-être de plus en plus formés et sensibles aussi à l'importance de le faire. Et je crois qu'ils ont aussi de plus en plus de plaisir à le faire. Alors, c'est sûr que on est biaisé. Moi, quand je vais chercher, quand je sélectionne les chercheurs, c'est sûr que je fais une petite recherche au début pour voir est-ce qu'ils sont habitués à communiquer, est-ce qu'il y a quelques vidéos déjà qui ont été faites.
Donc c'est sûr que j'irai pas du côté des scientifiques qui, a priori, n'ont pas d'intérêt pour ce genre d'exercice, mais parmi ceux qui ont l'intérêt, ben, finalement, on arrive à des bons résultats. Donc, si je reviens à ma question sur est-ce que vous les coachez finalement, c'est tu donnes un petit peu des lignes directrices, mais tu vas pas vérifier vraiment, est-ce que tu es bon à parler, fais-moi ta présentation en vrai ou, Mais on parle beaucoup quand même, tu sais, ouais. de manière informelle. Donc là, ça me Mmh. permet déjà de voir comment la personne s'adresse à moi, tu sais, quel type de vocabulaire il va utiliser, quel thème il va vouloir choisir, parce que peut-être ce que lui, il trouve intéressant, c'est pas forcément ce que le public va trouver intéressant. Donc, avec cette discussion, on arrive quand même à aiguiller. Mais c'est vrai que pour les conférences adultes, j'aimerais pouvoir passer plus de temps. En revanche, pour nos activités plus scolaires, là, on travaille avec des étudiants à la maîtrise ou au doctorat et là, on passe du temps, tu sais, pour développer les conférences pour les écoles. Là, c'est, plusieurs dizaines d'heures où on va les coacher, les accompagner pour arriver jusqu'au moment où ils vont être devant la classe et puis on veut que ça se passe bien, hein, parce que ce soit pour notre programmation adulte et puis pour les élèves, tu sais, une bonne conférence, une bonne activité, ça va être, où le public aura du plaisir et puis aussi le Bien scientifique. Il sûr, faut ouais. que les 2 aient ce plaisir-là. Puis ça, c'est important aussi. On met beaucoup l'accent là-dessus. Il faut que tout le monde ait du plaisir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'entre le moment où, vous vous parlez la première fois avec un scientifique ou un étudiant en sciences et le moment où il va y avoir la présentation, tu te dises: «Ah cette personne-là, elle a vraiment pas la fibre» ou «Elle comprend pas ce que je veux dire» et d'annuler? Non, je pense qu'on Non? fait une bonne Faites une bonne sélection en présélection? amont, OK. là, c'est ça. Mais il y a eu des fois, par exemple, où, on fait des activités, je sais pas si tu as eu la chance d'y assister, on fait des soirées sciences et contes, Non, j'ai où pas là, vu, on ouais. invite des scientifiques à partager la scène avec des conteurs et à présenter leurs recherches à la manière d'un conte, là Et là, c'est et toute une autre compétence c'est encore, toute une hein. autre compétence et là, par exemple, souvent, eux sont très enthousiastes au début et au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, là, ils regrettent beaucoup de m'avoir dit «oui», Ouais. Mmh. jusqu'au moment où ils montent sur scène et puis après, ils nous en reparlent des années après parce qu'ils ont été contents, là, donc Mmh. des fois, c'est de leur côté que finalement, ils Ça bloque un petit ils peu, ils voudraient reculer mais ouais. non, tu t'es engagé, tu continues. Puis, OK. je me souviens pas d'avoir eu des chercheurs ou tu sais, qui ont regretté de participer à nos événements, là. La plupart du temps, ils Bah, sont très contents. de tout ce que j'ai pu voir, c'est tellement bienveillant, qu'a priori ça j'ai jamais vu de moment où ça se passait mal. C'est De la part du public, de tu la veux part dire? ou même de la part de la personne qui présente, finalement, Non, c'est que ça a ça. toujours l'air, Ouais. les gens ont l'air contents d'être là et C'est ça. Le public est vraiment, tu sais, content de venir apprendre. Ils sentent qu'ils sont privilégiés, tu sais, d'avoir accès direct à ces connaissances-là et puis, les conférenciers sont aussi très, très généreux puis, ils sont déstabilisés quand même, hein. C'est pas un exercice, facile, ça. surtout que c'est des conférences, en tout cas pour la partie conférence, qui sont pas de, 10-15 minutes. On est quand même sur quelque chose où on leur demande d'aller quand même en profondeur dans leur Ouais, sujet. on est sur un 50 minutes de présentation et puis après on accorde beaucoup de temps à la période de questions et d'échanges avec le public. Donc c'est une grosse demi-heure de questions. Mais c'est vrai qu'en préparation, ça leur prend quand même du temps à préparer la conférence et puis c'est ça, sélectionner les thèmes, voir qu'est-ce qui va être dit, revoir aussi leur graphique qu'ils vont vouloir, utiliser, faire du tri, épurer aussi. Et dans la sélection des personnes qui vont présenter, pour les profs d'université, souvent, on peut juste les googler et puis on sait s'ils ont l'habitude de faire ça. Mais pour les étudiants, quand, ils vont dans les scolaires ou quand ils font les balades, j'ai vu que pour les balades, c'était beaucoup d'étudiants. Comment est-ce que vous les recrutez là, les étudiants? On y va beaucoup avec nos contacts du côté des profs, puis on leur demande, on leur dresse notre profil, idéal. Il y a pas à dire, hein, Donc c'est un milieu de contact, hein, cette affaire-là. ouais, c'est ça. Puis ça marche bien, tu sais, jusqu'à là, mais des fois, c'est les profs, des fois, c'est les étudiants entre eux qui se parlent de nos activités et puis c'est ça, tu sais, dès le début, nous, on leur dit le ce qui est important, tu sais, on sait que l'expertise, tu l'as, là, tu as fait plusieurs années d'études là-dessus, mais on veut vraiment, tu sais, que la communication, ça se passe bien. On veut qu'on soit dans un climat bienveillant, convivial dans nos activités. Donc déjà là, tu sais, tu le sens, c'est dans les premiers contacts aussi, tu vois, c'est cette volonté de partager, avec le grand public. Puis elle est là, tu sais, auprès des étudiants, là, c'est vraiment, tu as une volonté de vulgariser, là, comme, j'ai jamais vu et ouais, ça me fait plaisir à observer.
observer là, c'est difficile, hein, tu sais, ils commencent à travailler. Au début, ils pensent que c'est juste une question de simplifier, de choisir le bon vocabulaire. Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme une espèce de gros fouillis pour eux, là, ils regrettent. Et puis là, c'est bon, après ils comprennent, tu sais, la posture que tu dois avoir par rapport au public. Ils doivent oublier tous les codes qu'ils ont appris en communication, avec leur père, là. Donc c'est une véritable formation en fait, quand c'est pour des étudiants que Je vous pense que offrez oui, quasiment? c'est une formation sur mesure. Tu sais, quand on fait nos les par exemple, on a un programme qui s'appelle les sprints de sciences, donc c'est des conférences participatives qu'on donne en ligne. Puis là, on choisit un sujet, on va chercher l'étudiant, puis c'est 40-50 heures où Perrine, ma collègue chargée de projet, c'est ça, elle va le coacher, elle va l'accompagner, corriger, jusqu'à le au moment de l'animation où là, on va les suivre aussi, plusieurs fois pour, ajuster. Ouais, je pense que c'est un bon accompagnement, une formation sur mesure. Alors j'ai une question, très terre à terre avec tout ça, mais parce que pour faire travailler tous ces gens, il faut du financement. Vous êtes financé comment? Pour les programmes scolaires, on a le programme Nova Sciences du, ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. Et puis du côté du fédéral, c'est le CRSNG qui a un programme de promo sciences. Sinon, après, par exemple, pour les sprints de sciences, souvent on peut avoir des partenaires plus ciblés. Par exemple, on vient de faire quelque chose sur, l'ADN environnemental. Donc là, Génome Québec, par exemple, nous a soutenus pour développer la conférence et pour en animer, une vingtaine, de sessions, dans l'année. Donc on essaye pour ce genre d'activité d'aller chercher aussi des commandites, complémentaires aux subventions qu'on peut avoir, du côté du gouvernement. Et puis, par exemple, les balades que tu connais, là, on charge aux écoles un petit montant pour, couvrir les frais. Les écoles, dont les étudiants proviennent? Les écoles secondaires, Les écoles secondaires, c'est pardon, ça. OK, oui, OK. Les écoles où c'est enseigné, où vous allez, présenter, finalement, C'est ça. Par exemple, on ouais. propose, maths en ville, donc c'est un circuit d'1 heure et demie, 2 heures sur les mathématiques au centre-ville. Donc là, tu as n'importe quelle école secondaire souvent du Grand Montréal qui va nous contacter, puis on leur charge un certain montant pour pouvoir, OK. faire cette activité comme tous les autres organismes Mmh. chargent. Bien sûr. Mais la plupart de nos activités, on arrive à les offrir gratuitement grâce à des subventions ou Mmh. des commandites. Les conférences aussi, des fois, sont Oui. payantes, mais à un tout petit prix, mais elles Oui, sont payantes aussi ça, c'est parfois. important, toi, l'accessibilité, Ouais. puis ça, c'est vraiment dans les gènes de l'UQAM, hein. C'est pas pour rien aussi que Donc l'UQAM, que c'est l'entité qui c'est l'Université du Québec à Montréal ouais, et donc c'est au sein de l'UQAM que le Cœur des sciences, a été créé. C'est vraiment une volonté de l'université de faire un centre de diffusion s en culture scientifique. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, puis ce qui est tout à son honneur, je pense, c'est qu'on n'est pas un service de communication. C'est vraiment on a une liberté éditoriale qui est incroyable et heu et l'université nous soutient beaucoup dans cette mission-là. alors justement, donc vous avez la liberté. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Alors pour ce qui est de la programmation, adulte, on essaie le plus possible de rester collé à l'actualité. Parce qu'on se dit: «Bon, là, notre programmation, on la planifie pas beaucoup à l'avance». Là, tu vois, 1 mois, 2 Ah mois à oui, l'avance, OK, c'est ouais. vraiment très, très, Ah donc faut trouver très, les très chercheurs rapide. qui soient OK, Ouais, que ouais, ouais. ça doit dérouler là. Mais c'est parce que moi, je sais pas ce qui va intéresser les gens au mois de septembre. Donc c'est ça, on attend, on lit beaucoup, on reste à l'affût. Des fois, il y a des sujets, tu sais, incontournables. Quand on a fait, James Webb, cet automne, tu sais, c'est sûr que à la limite, James Webb, on le ferait à n'importe quel, moment, ça va toujours intéresser les gens. Tu sais, tu as des sujets, intemporels, mais la plupart du temps, on reste concentré sur l'actualité. Des fois, tu as par exemple, tu vas avoir la semaine des océans en juin. Bon, on va faire quelque chose sur les requins. Donc c'est une actualité de quotidien, mais en même temps aussi une actualité liée à des semaines internationales ou des journées internationales. Donc il y en a quelques-uns que vous pouvez prévoir dans l'année, mais pas tous, quoi. C'est ça, on essaie, c'est ça, on a un partenariat avec le Consulat général de France aussi, à Québec. Donc c'est sûr que pour faire venir des chercheurs ou des chercheuses françaises, faut y prendre un peu plus à l'avance qu'un mois avant. Et donc là, vous offrez combien d'activités par semaine, par mois, je sais pas quelle Sur est la l'année, fréquence, c'est ouais. plus de 500 activités. Sur l'année, 500 activités. Ah Et ouais. puis, c'est ça, c'est scolaire et adulte, confondus. Pour les conférences, c'est à peu près 25-26 conférences dans l'année. Mais tu sais, quand tu commences fin septembre, que tu arrêtes au moment de Noël, que tu recommences fin janvier, puis que tu arrêtes, mi-juin, c'est presque une fois par semaine. Et puis après, c'est ça, les balades, on en donne énormément. Là, on vient de mettre sur notre site internet la programmation estivale et c'est ça. Au final, on arrive à 500 activités.
Les balades, c'est vraiment quelque chose de génial, hein. J'avais fait, maths en ville, donc on fait des maths dans la ville, de façon, pas en posant des équations là, mais C'est c'était, vraiment des petites ouais, énigmes, des des petites jeux énigmes, c'était amusants pour chouette. montrer, tu sais, les maths autrement, puis Mmh. pour montrer aussi la ville, d'une autre façon. Et j'avais fait aussi, je sais plus comment elle s'appelait, mais sur le son dans la ville avec, Oui, Romain Dumoulin ouais. toujours c'était, ça avait duré je pense le double du temps que Ah de mais ce qui était prévu. Mais Romain Romain, on l'arrête c'est pas mais c'est toujours intéressant et c'est donc toujours intéressant. à chaque je pense qu'une fois, il a fait quelque chose qui a duré 3-4 heures, là, Ouais. c'est fini, c'est plus, les gens étaient épuisés, ils étaient affamés, voulaient aller souper, mais en même temps, c'était intéressant. Mmh. Donc là, on lui a quand même demandé d'essayer de résumer ou du moins de prévoir une fin raisonnable et de rester disponible si vraiment il voulait rajouter des choses. Mais ça, c'est une balade qui est fantastique, là, sur l'écologie sonore, voir comment l'urbanisme prend beaucoup en compte tout ce qui est visuel et très, très peu, la dimension sonore. Et on en a fait une fois très tôt le matin. On s'est donné rendez-vous, 6h30, 7h, au pied du Mont-Royal et là, on a entendu, tu sais, la rumeur de la ville se réveiller tout doucement avec, Romain qui nous expliquait vraiment tout, paysage sonore que et l'intérêt aussi de Romain, c'est que il est acousticien, il a été aussi inspecteur, du bruit à la ville de Montréal. Donc il a comme une expertise, multiple qui fait que c'est ça, il peut parler On trois peut quarts parler de d'heure beaucoup de sur choses, le ouais, ouais. sujet. Puis c'est un excellent communicateur Mmh. donc Mais ces balades-là, je trouve vraiment que c'est parce que faire des conférences, il y a beaucoup de centres qui font des conférences, mais les balades, c'est une façon d'approcher les scientifiques qui partagent leur savoir. On est un petit groupe, ouais. on est en train de se déplacer, puis on va de point d'intérêt en point d'intérêt. Je trouve vraiment que le format est superbe, quoi. Ouais, puis c'est convivial aussi. Tu C'est sais, ça, les gens, exactement. ils viennent aussi à ces balades, parce qu'entre une station thématique puis une autre, ben, ils vont discuter, ils vont faire Mmh. connaissance. Donc, c'est vraiment un moment de sociabilité aussi, en plus d'être un moment de science. Puis, c'est ta ville aussi, tu sais, que tout d'un coup, tu dis, ah ouais, parce que moi, je passe là tout le temps, puis j'ai jamais vu ça de cette façon. Donc, ça t'ouvre à plein de... Mais pour le coup, à chaque fois que j'ai assisté à une balade, je me disais quand même, le travail qui est derrière parce que c'est pas la même chose de concevoir une balade où on peut aller d'un point à un autre dans une ville, par rapport à une conférence où on amène un peu les gens comme on veut, du moment qu'on a son fil conducteur. Et dans une balade, j'avoue que là, moi, si je devais en créer une maintenant, je serais complètement perdue de savoir comment est-ce qu'on crée une balade, quoi. Ah, il y a plein de critères là, c'est ça, ma collègue Catherine, elle est en train de monter quelque chose sur le génie en ville. Donc là, tu sais, oui, on va choisir des thématiques, mais après, tu sais que tu es dans un groupe t'es avec un groupe de 20-25 personnes. Donc, il faut que ça dure à peu près 1h30. Il faut qu'entre chaque station, bah, tu aies à peu près peut-être 15 minutes maximum de marche parce que les gens, ils sont venus pour écouter des choses, là, pas juste pour se balader. Idéalement, il faut que ça commence, proche d'une station de métro puis que ça finisse donc ça fait beaucoup de critères et miraculeusement, on y arrive. Ouais, c'est très fort, très, très fort. Je trouve ça très intéressant les balades. C'est quoi le public que vous essayez de viser? Le fameux grand public. Le fameux grand public, hein? Bah, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'à chaque fois que je suis venue aux conférences, c'est pas vrai pour les balades, mais à chaque fois que je suis venue aux conférences, j'ai eu l'impression d'abaisser la moyenne d'âge. Peut-être Ouais, que je me trompe, ouais. mais et puis c'était avant covid aussi, surtout que je suis venue, ça a peut-être changé aussi depuis. Ça dépend beaucoup des thématiques, je Ouais. dirais, en ce qui concerne l'âge. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est à travers l'ensemble de notre programmation, c'est de toucher tous les âges à partir du secondaire. Donc secondaire à partir de Secondaire 1, c'est de 12 13 ans, ans. Ouais, 12-13 ans? 12-13 OK, ans. ouais. C'est ça. Ça dépend tellement des thématiques. Des fois, on va avoir, une assistance plus jeune, d'autres fois, plus des personnes, retraitées, d'autres fois des gens plus actifs. Et puis j'avoue que depuis la pandémie, on sait plus trop, le profil des gens qui viennent à nos conférences avec le travail, télétravail aussi qui a été installé. Donc, moi je dirais que c'est des adultes beaucoup qui ont envie d'approfondir un petit peu sur ce qu'ils entendent dans les médias, Mmh. généralistes. Et puis, bah, c'est sûr que peut-être en semaine, à 6h, bah, après une journée de travail, peut-être tu as moins envie d'aller à une conférence, mais c'est pas complètement vrai, hein, tu sais. Je sais pas. Tu sais pas, hein? Ouais, C'est dur. ouais. Et comment est-ce que vous rejoignez votre public alors? Pour informer juste qu'il y a une conférence? C'est quoi vos canaux On a de une liste de diffusion? diffusion de 13 000 abonnés, je Quand pense. même, hein? Ouais. Donc là, c'est principalement par cette voie-là qu'on rejoint Donc mail, ouais. notre public. Ouais. Et puis, ben, les réseaux sociaux avec, Facebook, Instagram, Twitter. OK, donc vous communiquez On aussi communique beaucoup, sur les réseaux et puis on sociaux? a à peu près, tu sais, sur l'ensemble des plateformes, on doit être à peut-être, 14 000 aussi. OK. Donc on a quand même un bon bassin
Est-ce que de tu rayonnement. sais d'où viennent les inscriptions? Est-ce qu'elles viennent plus des réseaux sociaux ou de la liste par mail? Alors, on a fait un sondage et principalement, c'est beaucoup voyons, notre liste de diffusion, donc les courriels qu'on envoie, qui sont les plus efficaces. Mais c'est aussi comme ça qu'on a envoyé. Je ne sais pas, c'est peut-être biaisé aussi, hein, c'est comme ça qu'on a envoyé notre sondage. Donc, Ah, on bah a oui, aussi forcément. publié sur les réseaux sociaux, mais tu sais à Ouais. quel point les gens ont répondu dans ceux qui nous suivent plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut. Ouais, je pense que c'est quand même le courriel qui fonctionne le plus. Qui fonctionne le mieux. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que ça existe le cœur des sciences là Depuis maintenant? 2006. Depuis 2006. Ouais. Est-ce que vous avez eu justement ce virage de réseaux sociaux qui a été difficile à faire? Ça a été facile à faire? On l'a fait assez progressivement. Tu sais, Ouais. au début, c'est ça, on n'est pas non plus de la génération. On a dû nous-mêmes, tu sais, adopter cette nouvelle façon de communiquer. Donc là, on s'en sert essentiellement pour annoncer nos événements, pour relayer aussi des événements ou des initiatives de d'autres organismes qui rejoignent notre mission. Mais on ne va pas tellement plus loin pour susciter du dialogue ou de la conversation. On s'en sert vraiment comme un moyen d'annoncer nos événements. Ouais. Est-ce que c'est un problème pour vous d'arriver à rejoindre les bonnes personnes ou est-ce que finalement la façon dont ça fonctionne, ça convient tout à fait à ce Pour que le moment, vous ça faites? va bien. On aurait encore de la place un peu pour accueillir des gens pour notre volet de conférences, mais je dirais que pour les balades, par exemple, ou les excursions, Ouais, ça c'est plein tout de ça, suite. Ouais. ça part vraiment très, très rapidement parce Je que sais c'est que des petits souvent groupes. je clique et puis c'est déjà plein. Donc, Ouais, ouais. Non, c'est ça. S'il y a ouais. bon, l'intérêt, c'est quand même que c'est des activités qui reviennent régulièrement. Donc, par exemple, quand on fait la visite de la maison symphonique en acoustique, si tu la manques une fois, mais la prochaine fois que tu reçois le courriel, tu réfléchis pas, tu t'inscris directement, tu regardes même pas la date, tu regardes pas si tu es disponible, tu t'inscris. Puis après, tu t'arranges Et pour être après tu t'arranges, disponible. ouais, c'est ça. Ah, la visite de la maison symphonique, elle est Puis assez. ça, les visites, on veut en remettre plus, là, des visites de sites qui sont fermées au public habituellement. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens et on va essayer d'en proposer plus. On va en faire une en juin-juillet sur Calcul Québec, donc voir les super ordinateurs. On va faire les coulisses du jardin botanique et puis on va en trouver encore d'autres bonnes idées. Ah, nice, très bien. Est-ce que vous pensez faire des usines aussi? Probablement. Ouais. On n'a pas encore. Parce qu'il y a pas mal d'usines Ouais, quand même à ouais. Montréal qui sont, j'imagine, des usines en aérospatial. Là, on en a Ouais, quelques-unes à ouais. Montréal. Ben, Après, récemment, rentrer on dans a des fait. usines Ouais. d'aérospatial, c'est pas la Non, même c'est ça. complexité, mais Ben, récemment, on a fait une visite virtuelle de laboratoire et là, on est allé dans l'Agence spatiale canadienne. Donc, toi, ils nous ont accueillis. On était avec. On filmait en direct avec une animatrice, la chargée de projet sur place. Et puis, donc, on pouvait échanger avec les élèves directement. ah, c'était pour du scolaire. Ouais, c'était pour du Pour du scolaire. scolaire, Mais ouais. là aussi, on a eu comme 2000 élèves inscrits pour le direct et comme Ah 12 ouais. 000 qui voulaient la version en différé, là. C'est quand même Donc, énorme parce qu'à l'échelle du Québec, oui, c'est beaucoup. c'est beaucoup. On a aussi de plus en plus de gens qui nous suivent dans les communautés francophones Ouais. hors Québec, là, au Canada. Probablement grâce, entre guillemets, à la pandémie qui a peut-être En fait, permis on de a faire. commencé à faire des initiatives grâce au secrétariat québécois aux relations canadiennes. Donc, ils nous ont soutenus pour qu'on essaie de développer des contacts justement dans les autres provinces. Et il y a une demande dans les communautés francophones en dehors du Québec pour avoir des activités de sciences en français. Et ce que les conseillers pédagogiques nous disaient que c'était important aussi d'avoir des activités animées par des jeunes chercheurs et qui incitaient aussi les élèves à participer en français parce qu'il y a vraiment, ils racontaient qu'il y avait un manque de confiance de la part des élèves à s'exprimer en français dans un contexte officiel, scolaire. Donc, il y a vraiment une demande. Les gens sont très intéressés en dehors du Québec à faire des activités en Ah, français. donc tu dis en dehors du Québec, mais toujours les communautés francophones du Canada ou Pour en le dehors du moment, Québec? pour le moment, on a fait de la promotion essentiellement au Canada, OK. mais je ne sais pas comment. On a aussi des écoles françaises qui nous ont contactés. On a Mhm. été suivis aussi en Algérie. Donc, Bah, la le monde francophonie, est à après, nous. ça, c'est quand même grand, c'est Ouais, sûr. 350 millions de francophones, quelque chose comme ça. Je sais Tu le plus. sais probablement mieux que moi, je ne sais pas. Mais il y avait un forum récemment là, Oui, oui, oui. organisé par Mm. Scientifique en Chef, et puis il me semble que c'est ça Le chiffre qui était qui était sorti. annoncé. Ça vaut la peine de Donc, il y parler a de de la science en place pour, français. c'est ça, Ouais. il y a de la place pour offrir nos activités. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que vous avez vécu la pandémie? Parce que là, tout ce
ce qu'on a cité, c'est que du présentiel quasiment, à part le truc de l'agence spatiale. Et c'est quasiment que du présentiel. Donc, comment est-ce que vous avez vécu la pandémie? C'était complètement fou, hein. C'était Mm. complètement fou. Ben, d'abord, quand le confinement a commencé, comme beaucoup de monde, on pensait que ça allait durer 2 semaines. Donc, à un moment donné, j'ai vu, il y avait, c'est Julie Bolduc-Duval qui faisait des activités en astronomie pour les écoles primaires. Je pense que c'était tous les jours. Je dis, ben oui, c'est vraiment intéressant, les écoles étaient fermées. Donc là, j'appelle, on avait un partenaire qui s'appelle École en réseau, avec qui on travaillait beaucoup nos conférences en ligne. J'appelle Marie-Claude, je dis: «Marie-Claude, il faut qu'on fasse quelque chose, nos sprints de sciences, nos conférences, on va aussi les offrir au secondaire, tous les jours là, pendant 2 semaines». Donc on a fait ça, sauf qu'au bout de 2 semaines, on voyait que les élèves nous suivaient, mais que ça continuait. Pendant le confinement, là, c'était pas les profs qui disaient aux élèves de participer à nos activités, ils étaient libres et on avait des centaines de jeunes qui suivaient nos conférences pendant 1 heure tous les jours. Non, on n'en revenait pas. Donc là, on s'est organisé très rapidement. On allait chercher des étudiants, monter des conférences sur le sommeil, sur la santé mentale et les jeux vidéo. Et puis, on a tenu tout le temps du confinement. Je ne sais plus si on les faisait encore tous les jours, aussi, mais en tout cas de manière très, très régulière, très soutenue. Et le fait qu'on ait commencé avec cette programmation scolaire, on s'est dit, on va le faire la même chose pour les adultes. Donc, on avait lancé nos apérosciences. Donc, une fois par semaine, à 4 heures, on proposait nos conférences en ligne, comme on les faisait avant en présence. Et puis, ça marchait bien. Écoute, on en a fait plusieurs sur, c'est ça, sur la COVID. Et puis, les gens étaient là. Il y avait une soif de comprendre, de poser des questions qui étaient impressionnantes. Puis, pour nous, ça nous a vraiment, ça nous a fait du bien, de voir que les gens étaient là, puis qu'on était utile, on était vraiment utile. Mais alors ça, c'était pendant la pandémie où on n'avait pas le droit de sortir. Maintenant, j'ai l'impression que c'est retombé un petit peu toute cette envie de regarder des webinaires ou des choses en ligne. Il y a peut-être plus une recherche Moins, du c'est sûr que ça a été présentiel. une augmentation un petit peu artificielle, mais ça reste que c'est quand même une augmentation par rapport à avant la pandémie. Et c'est ça, les gens continuent à nous demander, est-ce qu'on va l'avoir disponible en ligne? Alors après, je ne sais pas s'ils visionnent pendant 1 heure la conférence ou si, mais à la limite, c'est pas grave parce qu'ils auront quand même du contenu. Donc, tu sais, j'ai essayé récemment de faire la moyenne des visionnements, puis on est à peu près à 500 par conférence, ce qui est Ce quand qui est même beaucoup. plus que le nombre de personnes que vous avez pendant une conférence en présentiel. Oui, c'est ça C'est qu'on ça. n'a jamais eu. Ouais. C'est ça. Avant la pandémie, c'était en moyenne 170. Mhm. Maintenant, en présence, c'est une centaine. Donc 500, c'est bien. Puis après, c'est disponible tout le temps. Donc Mhm. ça peut être visionné 1 an, 2 ans, 3 ans après. Depuis la pandémie, finalement, là, parce que donc ça, c'était pendant la pandémie où vous faisiez beaucoup de conférences en ligne. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes revenu à la pré-pandémie ou est-ce que vous avez un mix? On se cherche encore un petit peu. Ouais. Je pense que notre objectif, c'est de faire un mix d'activités, de conférences juste en présence et de conférences juste en ligne. On a abandonné complètement le hybride parce que finalement, on trouvait que c'était il y avait plus d'inconvénients et de coûts que d'intérêts. Mais les conférences en ligne, ça, c'est aussi très, très apprécié. Souvent, on les fait sur l'heure du midi, un petit peu plus court, sur l'heure du lunch. Et puis, peut-être que ça a changé, c'est au niveau de notre programmation scolaire où là, principalement, on offre des activités en ligne, à part les balades. Là, on fait beaucoup de choses en ligne parce que ça nous permet de rejoindre vraiment les écoles dans tout le Plus Québec loin, et ouais. plus. OK. Ouais. Puis aussi, peut-être les écoles, par définition, c'est que du présentiel toute la journée, donc avoir un tout petit peu de virtuel à un moment donné, Non, c'est c'est ça. Et peut-être puis plus, l'avantage, c'est que maintenant, les profs sont formés à la visioconférence. Oui. Au tout début, là, c'est ça, il y avait beaucoup de problèmes techniques où ils ne Mhm. savaient pas comment l'utiliser. Maintenant, ça fait T'es partie sur de leur mute. quotidien. Ouais, c'est ça. Grande question qu'on a en général quand on fait de la communication scientifique, c'est qu'on veut savoir quel est l'impact de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez mis en place des moyens, des métriques, des choses qui permettent d'évaluer si la formation, pas du tout la formation, Ouais. mais vos conférences ont eu un impact, la qualité est-ce que vous avez quelque chose qui vous donne du retour finalement? Non, moi, il me semble que ce serait vraiment une recherche à part entière, d'engager un chercheur juste sur toutes nos activités. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sondages de satisfaction, souvent auprès des profs, pour voir s'ils ont Ah, des apprécié profs, pas du public? mais du public, du grand public. On a fait un sondage aussi récemment auprès du grand public adulte. Donc, on a eu un très haut taux de satisfaction. Mais après, on n'a pas sondé vraiment, tu sais,
qu'est-ce qu'ils retiennent au niveau du contenu. On est plus dans une approche de culture scientifique où tu te laisses imprégner aussi, mais on n'est pas dans l'évaluation scolaire. Non, bien sûr, mais c'est- c'est plus de se dire, de savoir un peu à quelle échelle, finalement, on imprègne les gens. Ouais. Est-ce qu'on les imprègne à l'échelle de ils ont passé un moment qui était plutôt scientifique, puis ça les conforte dans l'idée que la science, c'est pas le mal, disons. Ouais. Ou est-ce qu'il y a un apprentissage qui est fait? Est-ce qu'ils ressortent vraiment avec des informations? Mais ça, je pense que ça dépend de chaque individu, avec quelles sont les intentions de chaque personne quand ils viennent faire nos activités. Pour moi, c'est que quelqu'un soit venu parce qu'il veut vraiment apprendre, ou que quelqu'un soit venu pour avoir juste une idée approximative, ben, l'objectif est atteint dans les deux cas. Il est atteint dans les 2 cas, mais moi, je construirais pas ma conférence de la même façon si je sais que l'essentiel du public vient pour avoir le sentiment d'être, dans un monde scientifique ou pour apprendre quelque chose. Ouais. C'est plus dans Ouais. dans cette Ouais, idée-là ouais, aussi. ouais. Bah, c'est ça. Toi, quand on travaille en amont avec les scientifiques, on leur dit, ben, le défi, ça va être d'intéresser des gens qui ont aucune idée de ce dont vous allez parler, mais aussi d'intéresser les gens qui ont déjà qui ont déjà des connaissances bien avancées. Et comment on relève ce défi? C'est quoi les clés? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu le sais, toi? Beh, je sais répondre au cas par cas, mais pas de manière Non, c'est générale, ça. Tu sais, quoi. après, c'est le conférencier qui va Ouais. prendre ça, et puis, bah, c'est sûr que, tu sais, on lui dit à peu près le niveau de vulgarisation qu'on veut avoir, et puis on leur dit, bah, après, si vous avez des concepts un peu plus, compliqués à faire passer, bah, vous allez les décortiquer, y aller pas à pas, mais vous allez en parler quand même. On n'est pas dans de la on veut quand même que les gens ressortent de là en ayant appris des choses. Ça, c'est quelque chose que je trouve très appréciable avec les conférences du cœur des sciences, c'est qu'on va vraiment dans le cœur du sujet et cœur des sciences, dans le cœur du sujet parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, il y a beaucoup de conférences qui survolent et toutes les conférences où je suis allée, on allait quand même vraiment dans, bah, On prend le temps, à mon oui, sens, on oui, rentrait, plus dans le ouais. détail. Peut-être que les chercheurs n'ont pas l'impression, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'on rentrait quand même un petit peu dans le détail, quoi. Non, c'est ça. On veut vraiment prendre le temps d'aller plus loin que ce que les gens pourraient trouver, par exemple, sur le site de Radio-Canada, ou dans un journal, ou dans la presse, ou dans Le Devoir. Donc, on part souvent, moi, je vais m'inspirer quand même des articles dans les médias généralistes, mais on va creuser davantage. On va essayer de comprendre aussi toute la démarche du chercheur. Là, ça, on essaie beaucoup de mettre l'accent là-dessus, de montrer comment la science se fait, là, pas seulement le résultat final. Il y a un truc qui se fait beaucoup dans les communications scientifiques, c'est de faire des questions-réponses. C'est-à-dire d'avoir un journaliste ou un communicateur scientifique qui pose des questions au chercheur, puis le chercheur répond. Ce qui demande évidemment beaucoup moins de travail au chercheur que de construire Mais beaucoup plus de une travail, pour conférence, l'animateur. mais beaucoup plus de travail pour l'animateur. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous fassiez. On l'a fait un petit peu, c'était beaucoup la directrice précédente, elle en faisait, plusieurs, des animations comme ça. Là, on essaye un autre format où on va inviter, par exemple, trois conférenciers, et moi, je leur demande des petites, interventions de 15 minutes, et après on fait vraiment, on ouvre la période de questions pour le public. Donc c'est sûr que c'est moi qui l'anime. Vu que j'ai lu un petit peu plus sur le sujet, bah, je peux approfondir un peu, ou rajouter des précisions sur la question du public. Donc c'est une espèce d'hybride entre la conférence, relativement magistrale, et puis, une causerie, un peu plus libre, animée par un journaliste ou un animateur. On l'a fait, récemment, on a accueilli l'émission, Moteur de recherche. Donc là, il y avait Mathieu Dugal qui, vraiment faisait son rôle d'animateur avec les intervenants. On l'avait fait aussi une autre année, le journaliste en économie à Radio-Canada, je viens de perdre son nom. En tout cas, c'était là aussi, on avait invité un journaliste, du Devoir pour faire ce genre d'animation. C'est quoi l'intérêt selon toi d'aller vers plutôt ce format-là plutôt que du magistral? Pourquoi est-ce qu'on Le préférerait ça? format avec mes 15 Causerie, ouais, minutes. c'est ça. C'est quoi l'intérêt de l'un versus de l'autre? Moi, ce que j'aime dans ces petites, dans ce format hybride de trois conférences de 15 minutes, c'est qu'on a 3 regards vraiment différents sur un sujet. Par exemple, hier soir, on parlait d'ornithologie et de sciences participatives. Donc on avait une sociologue, on avait le directeur de Québec Oiseaux, et on avait, un biologiste en écologie forestière. Donc là, chacun est arrivé avec ses propres méthodes, avec son propre regard, mais on approfondit un petit peu moins.
Donc, on va pas chercher les mêmes choses, on va chercher plus de diversité de points de vue, mais en même temps, si des fois, il y a des sujets où je dis: «Non, là, j'ai vraiment envie, tu sais, qu'on creuse un peu plus». Donc là, je trouve que la conférence, plus classique est plus appropriée. Donc si je résume, il y a la causerie est plus superficielle dans le bon sens du terme, dans le sens où on Ouais, regarde toute la superficie de la chose et la c'est un conférence regard plus magistrale, macro, c'est c'est ça, ça ou et elle est plus pointue, quoi. c'est ça. Mais ceci dit, au moment de la période de questions, là, tu vas approfondir un Mmh. peu plus, le les différentes thématiques qui auront intéressé les gens. J'en ai jamais vu des causeries, du cœur des sciences, donc il C'est parce on en faudra que fait j'explore plus ça. après la pandémie, il faut que tu reviennes. Ah, c'est ça. Et je pense que c'est la pandémie qui m'a juste, ça a juste coupé mon Tu habitude. perdu Ouais, l'habitude, c'est c'est ça. ça. Il y a beaucoup de gens, puis c'est pas juste pour nous, là, j'ai entendu beaucoup de gens dans le milieu culturel qui le disent, là, il y a comme une perte d'habitude, c'est pas un manque d'intérêt, c'est qu'on a perdu l'habitude, donc ça va redémarrer. J'ai eu le même problème quand j'ai, repris les formations en présentiel, après la pandémie. Il y avait des gens qui s'inscrivaient à foison, puis il y avait le tiers des gens qui venaient. Qu'est-ce qui se passe entre les 2? Bah, depuis la pandémie, c'est comme ça. Il Ouais, faut c'est juste ça. prévoir qu'il y Mais tu sais, a après tu recommences et puis tu vois il se passe autre chose quand tu es en présence, fait mmh que Ah oui, en présence, c'est pas moi, pareil. je suis tellement heureuse là de voir les gens revenir dans l'amphithéâtre. J'ai Mmh. l'impression de les accueillir dans ma maison, puis, il y a de l'émotion qui passe, là, on est content d'accueillir notre monde. Mais comme ça, on en sait un petit peu plus sur le cœur des sciences, puis peut-être ça va inspirer, d'autres gens, d'autres instituts qui regardent, de faire les mêmes choses, faire des balades. Faites des balades. Il y a tout ce qui est art et sciences aussi là que Mmh. ça, j'aurais aimé ça pouvoir, t'en parler. Allez, dis-moi. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer, mais j'ai jamais assisté, où il y a des scientifiques, mais qui sont associés à d'autres corps plus artistiques et donc qu'est-ce que vous faites, On a avec ça? différents formats, OK. c'est ça. Donc, tantôt, j'ai parlé de nos soirées sciences et contes où là, on fait monter des scientifiques sur scène sans PowerPoint. Ça, c'est comme l'ultime là, parce que non, le PowerPoint, ça tue des fois la Pour les comptes, communication. Pour les ouais, comptes, ça ouais. marche pas. Mais il y a aussi on essaie d'accueillir des spectacles où là, tu as vraiment, tu une dimension artistique très forte, mais dans un univers de science. Donc on a accueilli à un moment donné, c'était un spectacle sur, la maladie de Parkinson avec, des artistes, du cirque et tu vois, là, on n'a peut-être pas transmis beaucoup de contenu scientifique, mais on avait vraiment une connexion directe, une émotion très, très forte dans le public et après on a fait une discussion avec une chercheuse et ça, c'est un moyen, bah, ça rejoint un petit peu, tu sais, quand je dis que c'est important le côté humain, le côté personnalisé, mais de proposer ce genre d'activité aussi. Tu vas chercher d'autres clients, d'autres publics et puis ça se développe de plus en plus, toi, des artistes qui se rapprochent de la science et qui ont vraiment des belles choses, des choses intéressantes à dire en vulgarisation. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à dire? C'est la question a l'air, judgmental là, mais elle Ouais, l'est pas du tout. non. C'est quoi qu'ils apportent de plus que les scientifiques n'apporteraient pas? Mais pour le coup, ils mettent vraiment l'émotion, au premier Au plan, premier là. plan, ouais. Tu vois, moi, quand je vois leurs initiatives, ben, c'est sûr que je me laisse imprégner. Donc c'est sûr qu'on va pas faire du spectacle avec toutes nos activités, mais c'est sûr que ça va teinter après, moi, la façon dont je vais travailler avec les conférenciers. Parce que c'est une dimension qui est importante. Puis ça me conforte aussi dans cette volonté de faire des activités où tu as ce contact humain, cette connexion entre les chercheurs et le public et on le fait aussi même dans les activités scolaires, là, c'est vraiment, Et est-ce que c'est bien accueilli par les chercheurs qui font ces activités qui sont co-réalisées avec des artistes? c'est très, très bien Ouais? accueilli. Puis si on revient aux soirées, sciences et contes, c'est vraiment drôle parce que dans nos réunions de préparation, les 2 sont intimidés Ah ouais. par les autres, là. Mmh. C'est vraiment les chercheurs donc qui sont un petit peu, craintifs de ne pas être à la hauteur des conteurs, puis les conteurs qui sont comme, en admiration, puis craintifs aussi de ne pas tout comprendre. Donc là, tu sais, c'est aussi beau à voir, tu sais, dans le moment de préparation où, ben, on brise un peu on brise les silos, puis on l'a fait aussi là, la communication, c'est pas juste la vulgarisation auprès de notre public, mais entre différentes catégories d'expertise. Ah, il y a un vrai travail de l'ombre là, de votre travail de l'ombre là derrière est quand même vraiment présent, Mais c'est passionnant. ouais. On fait un beau métier. Vous êtes combien à faire ça? On est 5, l'équipe du Cœur 5. des Sciences. OK.
Pour la programmation, on est 3 et puis donc c'est ça, on a notre collègue Maria qui s'occupe de la location des salles, donc qui est un des principaux revenus, pour le Cœur des Sciences et puis, un directeur technique qui travaille aussi, donc 5 pour, plus de 500 événements. Quand Ça va même. bien. Ouais, quand même. On a une bonne méthode de travail, je Ouais. pense. C'était le podcast En si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme depuis laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et je dirais même le dernier épisode de la saison. Calmons-nous, de la saison. À la prochaine. Bye.